Merci d'avoir choisi le RTM pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 7e édition des Assises de l'agriculture de Meknès au Maroc, 48 heures après son arrivée. Occasion pour lui de s'imprégner des avancées de ce pays en matière d'agriculture. Le Maroc connaît depuis quelques années une grande réussite dans ce domaine et cela grâce au plan Maroc vert initié par Sa Majesté Mohamed VI. Le reportage de nos envoyés spéciaux à Meknès au Maroc, Ndeye Sissoko et Dembawan. Un proverbe marocain dit « Qui sème bien, moissonne ». L'adage illustre bien la vision du royaume chérifien qui a fait de l'agriculture un secteur économique important du pays. En effet, sous les directives de Sa Majesté le roi Mohamed VI, une nouvelle stratégie de développement agricole a été mise en œuvre appelée Plan Maroc vert. Un plan qui a créé une véritable révolution dans le monde agricole marocain. C'est pour s'imprégner de l'expérience marocaine en la matière que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a participé à la cérémonie d'ouverture de la 7e édition des Assises de l'agriculture de Meknès. La rencontre a mis un accent particulier sur l'agriculture familiale. Aux côtés du président de la République de Guinée, professeur Alpha Condé, et du directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, le chef de l'État a suivi avec beaucoup d'intérêt un film documentaire mettant en avant la réussite du plan Maroc vert. Une expérience qui doit inspirer tout pays qui souhaite se développer par ses propres moyens, dira Ibrahim Boubacar Keïta. Ce documentaire est d'une éloquence insigne qui montre la volonté, la détermination, le sens de l'organisation et de la méthode, poussée jusqu'au plus extrême raffinement dans l'organisation politique, économique et sociale. Tous nos soucis de dignité. N'a pas de dignité l'homme qui a faim. N'a pas de dignité l'homme qui est obligé de tendre la sébile pour avoir son quotidien. Non. La sécurité alimentaire, la vision du souverain chérifien est porteuse, non seulement pour son peuple, mais pour l'Afrique. Parce que chez nous, la lutte contre la pauvreté, la lutte effective contre la pauvreté passera nécessairement et effectivement par la libération du monde agricole. Il n'y a pas de salut, il n'y aura pas de salut dans aucun de nos pays sans la maîtrise du secteur agricole. Mais cela ne saurait se faire sans une participation active de la jeunesse, estimée au Mali à près de 70% de la population. Cette jeunesse, si elle ne trouvait pas à s'employer, à déployer son énergie dans des activités rémunératrices, des activités qui lui permettent de vivre de sa sueur, forcément qu'elle continuera à se perdre sur les mers dans les conditions que l'on sait, hélas. Il nous faut donc résoudre des questions vitales pour la survie de nos États. Cela passe par l'agriculture. La plupart des jeunes qui s'expatrient ou essaient de le faire viennent du monde agricole, poussés, chassés de leurs terres par les changements climatiques auxquels nous accordons très peu de place. L'avancée du désert dans mon pays est une réalité tangible, vérifiable, qu'il faut combattre. Mais pour l'instant, il faut faire en sorte que l'on crée sur place, dans les zones de départ, des conditions permissives d'une agriculture familiale, autrefois qui permettait la survie de la famille. Les assises de l'agriculture ont également été mises à profit pour renforcer le partenariat entre le Mali et le Royaume du Maroc. À cet effet, une convention a été signée entre les deux parties.
Le Mali met à la disposition du Maroc une superficie de 10 000 hectares en zone office du Niger et le Maroc s'engage à mobiliser les investisseurs privés pour l'exploitation rationnelle des terres et à renforcer les capacités techniques du personnel de l'office du Niger. Le président de la République repart donc satisfait de Meknès, en emportant avec lui de nouvelles idées à mettre en pratique pour assurer la sécurité alimentaire des Maliens. Ici à Bamako, le conseil de cabinet s'est réuni hier matin sous la présidence du Premier ministre Moussa Mara. Les membres du gouvernement ont ainsi procédé à la signature d'un document dénommé « Engagement éthique et de responsabilité ». Ce document détermine les conditions morales d'exercice de la fonction des ministres de la République. Alousseni Touré pour les détails. La signature de cet engagement est un acte de haute portée qui engage la responsabilité individuelle de chaque ministre. Les membres du gouvernement s'inscrivent ainsi dans une démarche éthique et de responsabilité qui inclut la solidarité gouvernementale. Les ministres qui, en termes de leadership, représentent le plus haut niveau dans notre pays, puissent aussi inscrire leur action dans un cadre moral et que ce leadership puisse répondre aux attentes de nos populations. Et ensuite, en même temps, que l'équipe gouvernementale soit une équipe. Je l'ai dit dans le cadre de la solidarité, que nous regardons tous dans la même direction et que nous allons au même rythme pour atteindre les mêmes résultats. Parce que quels que soient les résultats des uns et des autres, ce seront les résultats du gouvernement sous l'égide du chef de l'État. C'est pourquoi nous avons tenu à ce qu'un certain nombre de principes soient observés dans la conduite de l'action du département par chaque ministre. La loyauté envers le président de la République et la loyauté envers le gouvernement, la solidarité entre les membres du gouvernement, l'éthique, l'intégrité dans l'exécution de nos activités. Le document engage aussi ses signataires au respect du programme présidentiel sur la base duquel les Maliens ont porté leur confiance sur Ibrahim Boubacar Keïta. La connaissance du projet présidentiel qui forme l'armature de l'action publique aujourd'hui, puisque le chef de l'État a été choisi sur la base de ce projet, la mise de l'intérêt public au-dessus des intérêts privés. La bonne gouvernance et la diligence dans le traitement des dossiers figurent en bonne place dans ce code de bonne conduite. L'observation de la transparence et de la bonne gouvernance absolue dans tous nos actes, l'exemplarité dans tout ce que nous faisons et en même temps être réactif, être rapide, être diligent et faire en sorte que l'usager, dont la satisfaction duquel est notre souci constant de tous les jours et dont le bien-être duquel est notre souci de tous les jours, que l'usager puisse voir qu'il y a un nouvel état d'esprit dans l'administration. Quand le ministre est animé de bonnes intentions, quand le ministre veut que les dossiers avancent, quand il est diligent, quand il est réactif, il n'y a pas de raison que l'administration ne le soit pas. C'est lui qui est à la tête de l'administration. Donc tous les ministres, comme vous l'avez vu aujourd'hui, se sont engagés solennellement par leur signature à observer ces règles d'éthique et de déontologie et nous allons y veiller. Gageons que la bonne observation de ces principes ainsi édictés participe à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Le président de la République a présidé le Conseil des ministres mardi dernier avant de s'envoler pour le Maroc. Lors de ce conseil, Ibrahim Boubacar Keïta a nommé l'ex-premier ministre Modibo Keïta au poste de haut représentant du chef de l'État pour le dialogue inclusif intermalien. L'homme qui a été choisi est un professeur de lettres à la retraite et a été ministre de l'Emploi et de la fonction publique, des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les relations entre son entité et la commission de dialogue et réconciliation avec Ramata Konaté. Modibo Keïta, ancien premier ministre de mars à juin 2002, c'est celui en qui le président Ibrahim Boubacar Keïta a placé sa confiance pour conduire les pourparlers avec les rebelles. Le professeur de lettres à la retraite est très connu pour avoir occupé des postes importants au Mali de 1972 à 2002. Il fut ministre de l'Emploi et de la fonction publique, celui des Affaires étrangères et de la coopération internationale sous le régime de Moussa Traoré. Peu de temps après, Modibo Keïta fut ambassadeur du Mali en Allemagne, Suède, Suisse, Danemark, Autriche et Norvège.
Il occupa le même poste auprès des organisations du système des Nations Unies à Genève et à Vienne. Le professeur Keïta a été aussi secrétaire général de la présidence de 1999 à 2002. Le natif de Koulikoro mesure les dimensions de la mission qui lui est désormais confiée. Je vis la mission comme une mission d'une importance extrême. Mais, comme on dit, les choses deviennent difficiles quand on n'accepte pas d'agir. Moi, je vis ça de façon extrêmement optimiste pour un certain nombre de raisons. Parce que j'ai pu constater que le terrain a été défriché, qu'il y a eu des acquis d'une importance extrême déjà, qu'il y a eu des rencontres, des discussions et même l'accord préliminaire de Ouagadougou. Je crois qu'il y a des acquis indéniables qu'il faut saluer et sur lesquels on doit pouvoir s'appuyer pour mener à bien, cette mission. Et puisque l'objectif ultime de cette mission-là, c'est d'aboutir à la signature d'un accord de paix global et définitif. Quelles seront alors les relations entre cette entité et la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation? C'est deux entités différentes. Le groupe de femmes et d'hommes avec lesquels je travaillerai se consacreront essentiellement à la conclusion d'un accord de paix global et définitif. Et c'est inscrit dans le temps. Il est souhaitable que ce ne soit pas une mission de longue durée, alors que la commission Dialogue et Réconciliation a pour but de recoudre le tissu social sur le long terme. Et cette commission existe, en tout cas elle a été créée, même si les nouveaux membres n'ont pas été nommés, mais ils préparent le terrain. Vous imaginez-vous, si on conclut un accord de paix, alors que le tissu social n'est pas recousu, alors qu'il n'y a pas la réconciliation, où est-ce qu'on va? Donc il n'y a pas d'antinomie entre les deux entités, au contraire, nous travaillons ensemble. En plus de cette collaboration, le professeur Keïta pourra s'inspirer de son humilité et de ses expériences pour mieux conduire les pourparlers avec les rebelles. L'homme est âgé de 72 ans. Il est marié et père de 5 enfants. Vous le savez, la 5e édition du Salon international de l'agriculture de Bamako a ouvert ses portes le 18 avril dernier et se poursuit au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir une machine qui a été conçue en Belgique et qui peut traiter l'eau tirée directement des fleuves, des mares et des puits pour la rendre potable. Ce nouveau dispositif, tenez-vous bien, peut traiter 500 litres d'eau par heure. Dans les mois à venir, un atelier d'assemblage de cette machine appelée la Fontaine de Vie sera ouverte à Bamako. Découvrons donc cette machine avec notre reporter Mamari Koni. Selon les statistiques des Nations Unies, plus de 4,6 millions d'enfants de moins de 5 ans meurent chaque année dans le monde à cause du manque d'eau potable. Selon les mêmes statistiques, sur le continent africain, un tiers de la population n'a pas accès à l'eau potable et près de 2 tiers n'ont pas d'installation sanitaire de base. C'est pour répondre à ces besoins fondamentaux que Oxia Environnement a inventé une pompe ultrafiltrante appelée la Fontaine de Vie. Présente à cette 5e édition du SIAGRI, Fontaine de Vie est un concept original adapté aux besoins des populations confrontées à des problèmes d'eau potable. Il faut de l'eau de fleuve ou un puits ou un marigot même. Et puis il faut de l'électricité, une source d'électricité, soit du 220 volts, soit un groupe électrogène, soit une alimentation photovoltaïque. Et c'est tout. On branche, le système se met en marche tout seul. On n'a plus qu'à tourner une manette et l'eau est instantanément filtrée. Et on a instantanément 500 litres d'eau par heure filtrée, 4000 litres d'eau de culture semi-filtrée pour faire les irrigations. La Fontaine de Vie détient des certificats d'analyse d'eau délivrés par les autorités maliennes. Des tests ont eu lieu à Mopti et dans certains quartiers de Bamako. Elle est d'une facilité d'utilisation extrême, c'est-à-dire que n'importe qui peut apprendre à s'en servir en 5 minutes. Donc on peut aller au fin fond de la brousse, des gens qui sont illettrés comprennent en 5 minutes comment ça marche. Ça, c'est aussi une des spécificités très importantes de la machine.
En attendant sa vulgarisation dans notre pays, sachez que Mandingo Distribution est le représentant exclusif en Afrique de l'Ouest. C'est au quartier Hippodrome à Bamako, rue 250 porte 814. Le coût du dispositif est estimé pour le moment à un peu plus de 3 millions de nos francs. Le 23 avril, c'est la journée mondiale du livre et de droit d'auteur. Elle a été marquée dans notre pays par une conférence-débat initiée par l'Association malienne des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Le thème retenu est « Livres, littérature et patrimoine culturel ». L'événement qui a rassemblé le monde de la culture était présidé par le tout nouveau ministre du département, Ndiaye Ramatoulaye Diallo. Et c'était en présence de notre reporter Modibo Soari. Le livre est un assemblage de feuilles portant des signes destinés à être lus. C'est pour magnifier cet outil appelé aussi ouvrage ou bouquin qui apporte un bien précieux à la culture et à la connaissance que l'UNESCO a décrété depuis 1995 le 23 avril, Journée mondiale du livre. La journée contribue à promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété intellectuelle à travers le droit d'auteur. Cette idée est venue d'une région d'Espagne qu'on appelle la Catalogne, dont Barcelone est la plus grande ville, qui, à l'occasion d'une fête à la Saint-Georges, pour un livre acheté, alors on offrait une rose. Donc on est parti de cette idée pour instituer cette journée. À Bamako, la journée a été marquée par une conférence débat sur le thème livre, littérature et patrimoine culturel. Le conférencier du jour et critique littéraire Mamadou Bani Diallo a mis à profit cet événement pour éclairer l'assistance sur les avantages et autres enjeux de la lecture dans l'univers politique et social. Aujourd'hui, il s'agit pour les écrivains de voir de quelle manière ils peuvent capitaliser le patrimoine culturel et matériel dans leurs œuvres, tout en restant collés aux réalités, tout en essayant de mettre en relation ces différents aspects de notre réalité culturelle, aussi bien ancienne que moderne. Cette année, dans notre pays, le livre est célébré dans un contexte un peu particulier suite à la disparition de deux figures emblématiques de la littérature malienne. La célébration de cette journée mémorable m'offre également l'opportunité de rendre hommage à deux éminents écrivains maliens, Moussa Konaté et Youssouf Tata Cissé, dont la disparition constitue une perte énorme pour la littérature mondiale. Cet hommage est d'autant plus significatif que notre littérature contemporaine s'est illustrée sur la scène internationale par la qualité de ses écrivains. Au cours de cette journée, Madame le ministre est également revenue sur l'importance que les autorités accordent au livre, un véritable instrument de diversité culturelle. Je voudrais souligner la ferme volonté des plus hautes autorités nationales du Mali, en l'occurrence du président de la République du Mali, qui a promulgué le 21 janvier 2014 l'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de Florence et du protocole de Nairobi. Tous les acteurs et usagers de la filière du livre devront mesurer la portée de ce geste, hautement symbolique. La Journée mondiale du livre qui fête cette année sa 19e édition est honorée dans plus de 100 pays à travers le monde. L'événement a pour objectif spécifique d'accroître la prise de conscience sur l'importance du livre dans la vie individuelle et collective. Actualité hors de nos frontières. En Centrafrique, 93 000 musulmans ont été relocalisés par le Haut Conseil des réfugiés et l'Organisation internationale des migrations sans l'autorisation du gouvernement centrafricain, selon le ministre de la Réconciliation. Cette situation a donc fait des polémiques dans le pays. Sous haute protection des militaires français, un convoi de 93 musulmans, dont 35 enfants, a quitté pendant le week-end l'enclave du PK12 à Bangui. Direction Bambari, à 400 km au nord-est de la capitale. Une relocalisation qui fait polémique à Bangui, où la ministre de la Réconciliation nationale affirme n'avoir pas été tenue au courant de l'opération. Pour moi, déplacer les populations, parce que ces populations sont de confession musulmane, c'est un aveu d'échec. Et que ce déplacement n'a pas été fait en coordination avec la question de la réconciliation. Représentants du HCR et de l'Organisation internationale des migrations ont donc été invités au ministère pour s'expliquer sur ce choix.
Malgré la présence des journalistes, l'échange a permis de clarifier les positions. Si c'est nécessaire à sauver les vies, on sauve les vies. Même s'il n'est pas une autorisation, si c'est nécessaire pour sauver une vie, ça c'est le principe qui nous dirige. Mais on va faire les choses, c'est possible avec le gouvernement, on va toujours informer le gouvernement et on va travailler ensemble avec le gouvernement. Cependant, pour la ministre, cette décision dépasse le simple cadre humanitaire et met en jeu l'avenir même du pays. Si on déplace la population dans des zones où il y a des velléités de division de ce territoire, c'est très dangereux. Il faut les laisser dans le reste de la population, trouver des stratégies de les sécuriser dans le reste de la population, faire des messages, c'est le rôle et la responsabilité du gouvernement. Le problème de l'insécurité demeure l'obstacle principal à un retour à la normale dans les quartiers. Dans l'immédiat, les relocalisations sont suspendues. Toute la rédaction de l'ERTM vous remercie d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Prochain rendez-vous pour les informations, c'est à 18h et à 20h avec Amadou Sankaré. D'ici là, restez avec nous tout en prenant soin de vous et des autres. Bon appétit si vous êtes à table et à très bientôt sur nos antennes, Inch'Allah. Wani